ils sont pratiquement... Majesté Patrick Odono, les 4-9 sont pratiquement, on voit ce type de pratique là-bas. Ce qui concerne les 4-9, on ne les exécute pratiquement pas, les 4-9, qui sont le plus petit marché pour l'entendement des téléspectateurs. Et le plus petit marché qui est de 4 900 000 francs CFA, ces marchés-là, c'est là où on voit aussi beaucoup de trafic. Oui, les 4-9 sont devenus une nébuleuse, mais ça ne devrait pas l'être. Oui. Ça devrait être des marchés réels. Ça ne devrait pas être, ça ne devrait pas devenir ce que l'opinion publique appelle les marchés, le marché fictif. Parce que effectivement, lorsque un marché est fait, quand une demande est faite, n'est-ce pas, par une administration, et cette demande doit être comblée par le matériel qui doit effectivement être livré. Moi, je voudrais attirer l'attention de mon ami et frère Maurice de dénoncer ceux parce qu'il ne faut pas cacher ceux qui obèrent notre économie, il faut dénoncer. Ben même si ce sont nos amis. Il l'a fait. Oui, mais il a dit qu'il ne peut pas le dire. Oh, mais il a dit qu'il ici, c'est pas le tribunal. Oui, donc c'est des choses qu'il faut dénoncer. Parce que Crépin le disait tout à l'heure, lorsqu'on a fait, n'est-ce pas, le contrôle, on a trouvé près de 50 000 dossiers qui ne sont pas bien faits. Généralement, quand vous avez fait votre prestation, si vous n'êtes pas payé à temps, dans les 90 jours, votre dette entre dans la caisse autonome. Et c'est la caisse autonome qui est chargée, n'est-ce pas, de le faire. Il faut que ceux qui ont l'habitude de travailler, de faire les affaires, n'est-ce pas, soient beaucoup plus conscients et que, essentiellement, on puisse, n'est-ce pas, avoir des gens qui ne fassent pas le travail, les marchés fictifs, mais que ce soit le travail réel. Le Cameroun en a besoin, notre économie en a besoin. Et c'est ces marchés réels qui peuvent, n'est-ce pas, aider l'économie du Cameroun à fonctionner. Donc, les demandes infondées, les demandes injustifiées, les demandes incongrues, les demandes qui, ma foi, obèrent notre économie, ne doivent pas avoir lieu. C'est la raison pour laquelle le monde des affaires doit être un monde transparent. Parce qu'en réalité, les affaires, ça part de quoi? Lorsque ça part de la parole, même de la parole donnée. Vous savez, quand vous êtes dans une réunion, dès que vous avez donné votre parole, oui, c'est le début de la confiance. Et tout ce qui doit être fait, n'est-ce pas, dans les affaires, doit être fait, n'est-ce pas, par la confiance. Moi, je me félicite du fait qu'il faudrait que les journalistes des affaires, les journalistes économiques, qui davantage investiguent, et puis, n'est-ce pas, cherchent, n'est-ce pas, à donner la réalité de ce qui se passe sur le terrain, pour que notre économie ne soit pas exsangue, parce qu'il faut le dire, lorsque je le dis, je le dis de manière gentille, mais vraiment, il faut absolument que nous puissions faire des efforts. Oui, Maurice, comment? Non, je voulais juste dire à Sa Majesté que, oui, nous, on fait notre travail de venir dire sur le plateau qu'il y a des bons de commande administratifs, ce que vous appelez des 4-9, c'est en réalité des bons de commande administratifs qui ne sont pas livrés, y compris des lettres de commande et même des marchés publics, parce que c'est la catégorisation en réalité des types de marchés. Donc les lettres de commande, c'est des marchés de entre 5 millions et 50 millions, et puis plus de 50 millions, on parle de marché public en réalité. Je dis à tous les niveaux, vous avez des gens qui ne livrent pas. Donc, ce n'est pas seulement des bons de commande administratifs. C'est tout simplement qu'au niveau des bons de commande administratifs, c'est très facile. C'est-à-dire qu'il suffit d'être l'ami d'un directeur ou d'un ministre, et il peut te donner 5 bons, etc. Mais je dis, à des endroits peu soupçonnables, quand vous dites que on doit être réglo en affaires, non, si dans les affaires, je sens que je vais gagner, par rapport à ce que vous, administratif, vous me proposez, ben, je vais gagner. C'est-à-dire que j'arrive au premier ministère, j'ai 2 bons de commande administratifs que je dois livrer. Et qu'on m'appelle pour me dire, pas moi, hein, je ne parle pas de moi, je parle d'un client. Vous comprenez? Et non, je parle d'un client du cabinet. Et quand on l'appelle pour lui dire, bon, ok, venez, il y a vos cartons qui sont sortis. Et quand vous arrivez, il doit par exemple livrer le mobilier de bureau, les tables, tout ça, les chaises. Et on lui dit, ok, vraiment ton type de table là, tu ne vas pas trouver ça, ce qu'on te demande là. Quand tu vas acheter, tu vas venir avec, c'est pas ce qu'on te propose, ok. Comme c'est, tu devais faire les achats de près d'1,5 million en réalité. Donne-nous 1 million. Fois 2. Oui. Donc pour les 2 bons, ça fait 2 millions. Oui. Ça veut dire qu'il donne 2 millions. Oui. Et je vous le dis, la corruption est à tous les niveaux, parce que dans la chaîne dont mon voisin de droite soulignait,
c'est que vous aurez le comptable matière qui doit constater que effectivement on a livré, etc. On doit vous donner les PV, etc. Et on lui dit, viens en 3 jours. Et on lui donne toute la documentation nécessaire qui montre que il a livré le matériel et tout et tout. Vous comprenez un peu? Et on dit, constitue ton dossier de paiement avec ton dossier fiscal et tout, et tu viens le déposer. Voilà. Tu attends le paiement. C'est comme ça que ça se passe. Vous voyez qu'au moins 3 à 4 personnes qui signent des documents qui devraient montrer qu'en réalité, le bien qu'a payé l'État a été réceptionné, ont signé, et les 2 millions ont été partagés entre des copains, et l'État vient de perdre 8 millions, parce que l'État va payer 8 millions à ce type-là. Vous comprenez un peu? Alors, donc, il y a des gens qui attendent vraiment d'être payés normalement pour avoir réglé. Oui, Philippe Soa. Moi, je crois qu'il faudrait d'abord qu'on ne donne pas l'impression que nous parlons ici de prestations non exécutées. Oui, voilà, c'est pas le cas. Parce qu'ici, il s'agit de prestations exécutées et d'une dette que l'État reconnaît. Absolument. Deuxièmement, il ne faut pas non plus que le téléspectateur comprenne que l'État n'a pas payé ou vient de commencer de payer. Oui. Il y a des gens qui, on va dire, c'est peut-être une minorité, en tout cas, qui font des prestations qui sont payées à date. Il se trouve simplement que, de fait d'une conjonction d'un environnement qui peut justifier certaines choses, par exemple, l'État n'a pas toujours les moyens. Ça ne semble pas être évident, mais il se trouve que très souvent, l'État n'a pas les moyens. Quand bien même vous avez fait la prestation et vous avez respecté la procédure pour monter le dossier de paiement, à la fin du mois, l'État n'a pas, par rapport à toutes les charges qu'il doit assumer, la dette, mais vous avez les investissements, vous avez les salaires, vous avez le fonctionnement régulier. Donc, il faut procéder à des arbitrages. C'est pour ça que je disais qu'il a procédé, le gouvernement a procédé à un déclassement de la dette intérieure. Pourquoi? Parce qu'on a pris l'habitude de demander aux entrepreneurs de préfinancer et donc de fonctionner avec leur trésorerie. Et par on ne sait trop comment, nos entrepreneurs jusqu'à présent ont réussi, contre toute attente, à toujours préfinancer. Il se trouve simplement que cette fois-ci, cette année particulièrement, les entreprises me semblent plus particulièrement liquides. Et le gouvernement lui-même n'a plus la possibilité de faire autrement. Plus que ses partenaires, notamment le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, ont exigé que l'accumulation d'arriérés de la dette intérieure s'arrête. C'est pour ça, d'ailleurs, que, faute d'avoir mobilisé sur le marché local des ressources suffisantes, ils ont dû aller s'endetter à l'étranger pour compléter le gap nécessaire pour éponger cette dette-là. Et donc, sur ce point-là, il faut maintenant également qu'on fasse une introspection. Quand je dis que l'État n'a pas toujours les moyens, l'État prend ses moyens auprès des entrepreneurs, mais pas seulement, mais je veux dire des agents économiques, y compris nous, c'est-à-dire les impôts principalement. Et ça revient maintenant sur la question de qui et comment chacun de nous paye les impôts, comment chacun de ces entreprises-là paye leurs impôts. Parce que vous avez également des gens, vous savez, lorsqu'on a fait le croisement des fichiers entre les entreprises répertoriées au niveau de la Direction générale des impôts et celles répertoriées au niveau de la Direction générale de la douane, on ne sait trop comment, mais on se retrouve avec près de 6 000 entreprises, j'allais dire qui flottaient. Sinon, à la limite, fictive. Pas fictive. Oui, c'était pas normal qu'une entreprise se retrouve dans le fichier des exportateurs ou des importateurs et qu'elle ne soit pas dans le fichier de la Direction générale des impôts. Mais c'était des cas. Et inversement, des entreprises qui se retrouvaient dans la Direction des impôts qui n'étaient pas identifiées. Donc, ce genre de pratique-là a fait en sorte qu'il y avait beaucoup de déperditions dans les recettes, n'est-ce pas, fiscales de l'État. Ça, c'est une question à régler.
Et régulièrement, différentes études, qu'elles soient menées par des cabinets internationaux ou par des cabinets locaux, ont montré qu'il y avait un grand gap, n'est-ce pas, de marge de progression au niveau des administrations de l'assiette, de l'ordre de 5% du produit intérieur brut. Si vous considérez que notre produit intérieur brut avoisine les 25 000 milliards, vous prenez 5%, ça vous donne le gap que l'État devrait pouvoir gagner du fait du mauvais paiement ou de l'inefficacité au niveau des procédures de perception de l'impôt. Donc tout cela également, lorsque vous faites ça, crée une quadrature de cercle quand même qui fait en sorte que pendant que les gens, j'allais dire les opérateurs honnêtes, ont exécuté leur marché, ils ne peuvent pas être payés. Après, maintenant, vous avez effectivement, parce que dans la discrimination, vous avez, si vous dites, comme on ne l'a dit pas si, je veux dire que l'État vous dit qu'on a les contraintes au niveau de la sécurité, aux frontières. Nous avons, il y a eu le cas du Covid et d'autres contraintes qui font en sorte que, bon, nous sommes obligés de discriminer un peu. Si vous vous retrouvez donc dans le secteur que l'État considère comme prioritaire, vous êtes avantagé. Ceux qui se retrouvent dans les secteurs les moins prioritaires sont lésés. Parce que quand Pépa a évoqué l'audit de la dette intérieure tout à l'heure, de 2000 à 2019, et que c'est maintenant qu'on va commencer à payer, certains en 2024, d'autres en 2025, certains en 2026. Considérez simplement qu'il y en a qui ont effectué leurs tâches en 2000. En 2000. Cela fait 20 ans. N'est-ce pas? Et qu'ils espèrent être payés en 2024, sinon en 2025, peut-être en 2026. Ça fait 26 ans. Vous comprenez? Donc, tout cela fait en sorte qu'il faudrait trouver un moyen de rendre plus fluide, mais j'allais dire plus transparent, pour qu'on comprenne. Parce qu'il y aura toujours des arbitrages à faire, mais au moins que les acteurs, ou en tout cas les partenaires, l'État et le prestataire, que chacun comprenne pourquoi il est payé ce mois, pourquoi le mois prochain, pourquoi l'année prochaine, pourquoi dans 2 ans, pourquoi dans 10 ans, et pourquoi quelqu'un d'autre est payé, ainsi de suite. Alors,